Bonjour à tous, bienvenue à la Fondation Gabriel Péry. On a ce soir un débat sur les 50 ans sur les 20 ans du traité constitutionnel européen, parce qu'il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, le 29 mai 2005, il y avait les certains Français tout au moins, qui descendaient dans la rue à Place de la République à Paris, à Lille, partout. Il y avait des militants de gauche qui étaient heureux parce qu'ils avaient une victoire. Le non l'avait emporté à l'époque contre ce traité constitutionnel européen à 54,7% des voix. Il reprenait les anciens traités européens, mais il ajoutait de nouvelles dispositions, soit libérales, soit qui visaient pas à la participation populaire. On a décidé du coup de faire cette soirée avec des représentants de diverses revues, où Louise Gaxi, qui est responsable de la fondation Gabriel Péry, Vincent Boulet, qui est responsable international du Parti communiste français et qui a écrit des articles, notamment sur la question européenne dans la pensée, et Alexis Koskoun, qui est un des animateurs de la revue Recherche internationale. Donc, tous ont écrit des articles, ont travaillé sur les dossiers européens. Moi-même, je suis journaliste de l'humanité, et j'ai suivi pendant un bout de temps les dossiers européens avant de rejoindre le service politique. Je signale que demain, parce que le 29 mai étant férié, on sort un numéro avec 3 articles qui concerneront justement l'anniversaire du 29 mai. À la fois un petit rappel des faits, où en est la gauche aujourd'hui sur cette question-là, et un peu quelques recettes pour sortir du carcan libéral. Je pensais qu'on pourrait commencer avec Louise Gaxi, pour quelques rappels des faits, on va dire. À l'époque, en 2005, il y a eu une campagne très vivante avec des collectifs unitaires partout dans les villes, les quartiers, des fois sur les lieux de travail. Pour le non, les arguments s'échangeaient, les gens lisaient. Voilà, il y a eu l'Humanité notamment qui avait publié le texte commenté. On a vendu un nombre important d'exemplaires à l'époque. À l'époque, la gauche, quelle critique elle formulait à l'endroit du texte qui était présenté, celui du traité constitutionnel européen? Bonjour. Les critiques, il y avait déjà sur la question même de la Constitution, puisque c'était quand même le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Normalement, une Constitution, c'est le texte suprême où à l'intérieur sont énumérés les grands principes et valeurs admis par tous, et où sont organisés les institutions politiques notamment, et les mécanismes de séparation des pouvoirs. Et l'un des arguments qui était avancé, c'est que du côté du oui, on nous disait il y a une charte des droits fondamentaux, mais à côté, il y avait aussi des centaines et des centaines d'articles qui venaient détailler précisément, notamment sur les questions économiques et d'ouverture à la concurrence, qui venaient vraiment donner des détails très précis. Donc d'un côté, des gros principes sur des questions plus sociales, et de l'autre côté, un développement très précis de ce qui devait nous être imposé. Et puis surtout, ça signifiait, c'était un des trucs qui était mis en avant, c'est que ça signifiait on constitutionnalisait une conception de l'économie qui après, donc il aurait fallu l'unanimité pour la remettre en cause. Je voulais commencer aussi par dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de fois où on a pu se prononcer parce qu'on pourrait nous dire, mais ça existait déjà dans les traités antérieurs. Mais il y a eu peu de consultations populaires sur la construction de l'Union européenne. Il y a eu 72 sur le premier élargissement et 92
Maastricht, où le oui était passé à très peu, c'était 51%. Et par exemple, nous quatre à table, nous n'avions pas eu la possibilité de nous pencher sur cette question. Donc c'est vrai que l'argument fait la Constitution met les grands principes en avant, alors qu'en en fait, on devait entériner la politique néolibérale, était une des critiques importantes. Aussi, sur la question du Parlement européen, où il développait un peu plus des procédures euh, enfin, où le Parlement pouvait être un peu plus associé, il n'avait toujours pas l'initiative législative ni le pouvoir, le dernier mot en matière budgétaire. Donc ça, c'était quand même un petit peu des limites face au fait que la Constitution européenne fixait nos gros principes. Après, sur le nom de gauche, je pense que ce qui a vraiment le plus cristallisé les critiques, c'est le fait que était d'ailleurs mis dans les principes, hein, dans les objectifs de l'Union, le fait que l'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité, de justice sans frontières et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. Et je pense que vraiment là, la concurrence libre et non faussée, donc qui reprend les théories néoclassiques, et donc, où il faut organiser partout. Enfin, ce qui permet le meilleur équilibre général, c'est de mettre un peu tous les éléments et enfin, tous nos fonctionnements en concurrence, a été vraiment un point d'achoppement. Et bon, je pense pas que j'ai le temps de développer là, mais sachant qu'en plus, tous les présupposés de cette concurrence libre et non faussée sont le fait qu'il y aurait transparence de l'information, atomicité des acteurs, parfaite substitution des produits, parfaite mobilité du travail et du capital. Bon, tout ça est contestable. Donc, je pense qu'il y a eu aussi, on pourra, si tu veux, y revenir derrière. Sachant que je rappelle que dans le contexte, juste avant, il y avait eu la directive Bolkestein, où il y avait une grande mobilisation, où on avait réussi à l'empêcher pour un temps, qui visait justement à faire que le principe du pays d'origine s'applique en matière de droit du travail, etc. Donc, ce qui fait que forcément avec le développement et puis beaucoup de directives d'ouverture à la concurrence des services publics. Donc tout ça quand même montrait que la direction néolibérale était celle privilégiée. Je pense qu'on reviendra après sur la question des services publics et on voyait déjà les conséquences de l'ouverture à la concurrence des services publics qui a été donc un autre point important. La BCE, quand même, je pense aussi que ça a été quelque chose qui a été mis en avant, où donc là, on venait redire que son objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et qu'elle doit être indépendante du pouvoir politique. Et donc là, il y a eu beaucoup de débats en disant qu'aux États-Unis se servaient de leur banque centrale autrement, ce qui leur donnait quand même, et on le voit, on l'a vu quand même, notamment après la crise de 2008, etc. Et que donc nous, on s'enlevait toute possibilité d'avoir un pouvoir politique sur l'argent et donc de pouvoir mener les grands enjeux européens en matière d'industrialisation, en matière de transition écologique, en matière de réponse aux besoins en général. Il y avait l'OTAN aussi, rappelez-vous, parce que on était en train là aussi de constitutionnaliser une version atlantiste, enfin une vision atlantiste de la défense. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais en France en général, il y avait quand même des oppositions sur cette question-là et la volonté de ne pas se mettre sous la coupe des Américains en matière de défense. Il y a eu des débats aussi quand même sur le fédéralisme, sur le fait qu'à un moment donné, jusqu'à où on doit perdre la souveraineté populaire, surtout sur un développement de l'Union européenne qui, pour la gauche, n'était pas celui qui permettrait d'aller vers une société de progrès humain, social, écologique. Et je vais rendre la parole, mais pour terminer, le nom de gauche, c'était pas uniquement un nom pour dire on s'oppose. Il y a eu, comme tu le disais, enfin tout le monde s'est quand même emparé. Ça a été un moment démocratique majeur où beaucoup de citoyens se sont emparés des débats et des propositions sur une autre Europe étaient mises en avant. Et donc c'était aussi comment on pourrait construire une Europe sociale, écologique, porteuse de progrès, d'une vision coopérative et donc construire autre chose que ce qui nous est imposé par la construction de l'Union européenne. D'ailleurs, il y avait un débat de jeu de la campagne, c'était J'aime l'Europe, je vote non. On voit donc en France, c'est beaucoup les thèmes de gauche, services Tu publics, m'as demandé la gauche, ouais. voilà, qui ont animé la campagne. Est-ce que il y a aussi une campagne de droite, mais c'était plus feutré, on va dire, et moins dans le centre du débat. Il y a eu aussi un référendum aux Pays-Bas où le non a gagné. Est-ce que là-bas, ça avait le même sens?
le nom dans ce pays-là. Alors, c'est toujours quand même compliqué hein, de donner des interprétations de résultats électoraux quand il y a vraiment beaucoup de raisons qui expliquent le vote de telle ou telle personne. En France, il y a certainement aussi des personnes qui ont fait un vote sanction Chirac, on le disait à Mm. l'époque, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si on voit en tout cas aux Pays-Bas, bon, je suis pas spécialiste hein, de la question, mais aux Pays-Bas, il y a eu quand même eux aussi un débat extrêmement fort qui a surpris les commentateurs et les politiques de l'époque. Mais c'est sûr que dans les partisans du non, il y avait qu'un seul parti de gauche, le Parti socialiste. Les autres, c'était des partis quand même populistes de droite ou des partis religieux, soit du côté des protestants, soit du côté des chrétiens. Donc, c'est vrai que, mais nous aussi, il a eu, ça a pu exister. Rappelez-vous aussi que début 2004, 10 nouveaux États rentrent dans l'Union européenne, les anciens pays de l'Est. Et donc, il y a une peur quand même, parce que c'est pas exactement les mêmes, enfin, c'est pas du tout les mêmes niveaux de vie, les mêmes salaires, les mêmes développements des institutions de protection sociale, de sécurité sociale. Donc, dans une logique de concurrence, forcément, il y avait quand même la peur que tout se nivelle par le bas, puisqu'on n'avait pas possibilité de faire des harmonisations sociales, fiscales, etc. par le haut. Donc il y avait ça, mais donc le prisme, pas la peur de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, avec donc un pays à l'enjeu de l'islam quoi et de l'identité chrétienne ou non de l'Europe, ça c'est sûr que ça a pu être développé pas mal aux Pays-Bas, mais chez nous aussi par l'extrême droite. Donc ça, je pense que ça a été un élément important. Mais il faut pas sous-estimer les Néerlandais, ils avaient déjà fait les réformes néolibérales dans les années 80-90. Donc ils avaient déjà quand même transformé, flexibilisé le marché du travail, enfin, oui, développer un certain nombre de politiques que nous, on a subies par la suite. Et donc, il y avait aussi quand même une baisse du niveau de vie, un début de précarisation. Et donc, quand même, les critiques vis-à-vis du libre-échange pouvaient quand même exister. Mais après, c'est vrai que les Pays-Bas est un autre pays, c'est un petit pays, il était dans les 6 pays fondateurs, mais donc c'était le petit pays fort. Et là, c'est vrai que plein d'autres pays. La peur un peu de se disloquer, de disparaître un peu, d'avoir moins de poids, sachant que ils étaient quand même des contributeurs nets de l'Europe. Donc il y a aussi, je pense, par une différence démographique, géographique, forcément des enjeux différents de ceux de la France. Vincent, je rappelle, t'es responsable international du PCF, tu as beaucoup suivi les affaires européennes. Voilà, il y a tout un tas d'arguments qui ont été dans la campagne du non. Et après, il y a eu tout un tas d'événements, la crise de 2008 financière, le non grec, le Covid. Est-ce que les deux décennies qui se sont écoulées depuis 2005 ont donné quelque part raison aux arguments qui étaient défendus par la gauche il y a 20 ans? Bah, la réponse est oui. Je vais développer un petit peu peut-être. Euh, Parce que ce qui était, comme Louise l'a dit, ce qui était dénoncé fondamentalement par le non de gauche, et ce pourquoi aussi le non de gauche portait une proposition d'alternative, reste valable aujourd'hui. Que ce soit les critiques portées sur la base néolibérale des traités, que ce soit la volonté d'imposer des règles budgétaires au peuple qui étaient préexistantes au TCE, mais que le TCE portait de manière renforcée, et qui posait la question du respect de la souveraineté démocratique des peuples et des nations, d'une part, et la question sociale, d'autre part. Ce qu'on a vu de manière très forte après le non de gauche, c'est une réaction des classes dirigeantes. Réaction des classes dirigeantes dans plusieurs directions. D'une part, par le fait d'imposer le traité de Lisbonne sans consultation populaire cette fois, qui reprend l'essentiel du contenu du TCE, ça c'est Nicolas Sarkozy. Mais le fait que le non de gauche portait aussi des critiques sur les crises que le type de construction capitaliste d'Union européenne de 2005, mais qui se prolongeait,
jusqu'à aujourd'hui. Ce type de critique-là, a été, comment dire, a montré sa justesse avec la crise de la zone euro de 2010, 2011, 2012 et l'austérité renforcée comme réaction de la part des classes dirigeantes, notamment les conservateurs allemands, mais pas que, qui ont emmené plusieurs pays européens dans une crise très profonde, avec la Grèce qui perd 25% de son PIB, l'Italie qui perd 20% de son PIB, en fomentant des coups d'État financiers dans plusieurs pays de l'Union européenne. Donc tout ce qui était dénoncé comme caractère austéritaire, antidémocratique, porté par l'Union européenne s'est vérifié à ce moment-là. Mais le fait que ces aspirations populaires aussi, qui se sont manifestées à l'époque, aient été écrasées, tu faisais mention de ce qui s'est passé en Grèce, on pourra y revenir peut-être, mais a ouvert aussi une autre sortie possible à la crise, qui est une sortie de droite, voire d'extrême droite. Euh, le Brexit est essentiellement un vote porté par la droite. Certains responsables de syndicats britanniques disaient que le débat essentiel du Brexit était de savoir à l'intérieur de la bourgeoisie britannique comment il valait mieux exploiter les travailleurs britanniques. Est-ce que c'était en restant dans l'Union européenne ou en sortant de l'Union européenne, avec aussi tout un tas de manifestations de racisme pendant la campagne. On se souvient de l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox, par exemple. Tout ça ces politiques d'austérité ont aussi amené ce type de réponse-là qu'on voit également avec le poids de l'extrême droite acquis un peu partout dans l'Union européenne. Je pense qu'on pourrait y revenir. À partir du Covid, euh, certaines des classes dirigeantes de l'Union européenne ont un petit peu adapté leurs réponses tout en restant dans un cadre qui reste fondamentalement le même, c'est-à-dire un cadre libéral. Par exemple, le plan de relance de l'Union européenne, qui, c'est vrai, était une nouveauté, c'est-à-dire le fait qu'il y a un emprunt commun de l'Union européenne, mais pose quand même plusieurs problèmes politiques majeurs qui illustre le fait que ça reste dans ce cadre libéral européen. Le premier, c'est qu'il s'agit d'un emprunt sur les marchés financiers. Et donc qui renforce le poids des marchés financiers sur les politiques européennes. Le deuxième, c'est la faiblesse des sommes en jeu. Pendant le Covid, on a parlé d'un fonds de relance, dit fonds de relance, à l'échelle de l'Union européenne, mais qui s'est monté seulement, entre guillemets, à 750 milliards d'euros. Par exemple, le Parlement espagnol de gauche avait proposé 2000 milliards d'euros au Parlement européen. Et le troisième problème, ce sont les conditions d'utilisation de ces fonds qui, pour une partie d'entre eux, sont des prêts que l'Union européenne fait aux États membres, donc des prêts qui ont vocation à être théoriquement au moins remboursés. Et en plus, sur l'utilisation des fonds, les États doivent faire approuver auprès de l'Union européenne, de la Commission européenne, la manière dont ces fonds sont utilisés. Donc on voit bien aussi à travers ce bouger qu'il y a eu, mais comment ça révèle à nouveau les mécanismes de construction libérale de l'Union européenne. Donc pour toutes ces raisons, oui, les 2 décennies écoulées nous ont donné raison. Et justement, ouais, ça a donné raison. La gauche, d'ailleurs, a tenté de structurer ce nom de gauche, de le faire vivre après le référendum, en disant, voilà, on a mené une campagne antilibérale, il faut structurer l'espace antilibéral pour partir à l'offensive et changer les choses. Est-ce qu'il suffit de dire qu'on a raison, qu'on incarne le nom pour être entendu par la suite? On a vu que c'était plus compliqué que ça. C'est évidemment plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a 3 questions là qui se sont posées et qui sont des réelles questions stratégiques pour la gauche. La première question, c'est comment transformer un vote dont l'explication peut être aussi un peu complexe, je pense qu'on va y revenir, qui manifestait aussi une certaine forme de colère par rapport, pas seulement d'ailleurs aux institutions européennes, mais aussi à la situation économique et sociale en France,
par rapport à Chirac et à son gouvernement de l'époque. Donc, comment transformer cette colère en revendication, qu'elle soit sociale, et comment lui donner un débouché politique. Donc ça, c'est la première question clé à laquelle la gauche devait ou doit répondre. La deuxième question, c'est s'exprimer lors d'un référendum. C'est effectivement un premier pas important et effectivement c'est une j'allais dire, c'est une des seules victoires importantes du prolétariat français depuis le début du siècle. Mais ça implique aussi de réfléchir aux moyens dont on peut instaurer un rapport de force de haut niveau de manière prolongée. Parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé tous les deux, cette victoire-là, elle sort pas de rien, elle sort d'une campagne, elle sort d'un déploiement militant extrêmement important, avec un niveau, d'une part, de débat, mais aussi un niveau de confrontation avec les classes dirigeantes qui était très fort et très élevé. Donc, comment prolonger ce rapport de force sur de haut niveau qui est nécessaire, mais sur le long terme, c'est-à-dire comment développer la question de classe, parce qu'en réalité, c'est cette question-là qui est posée derrière, sur le long terme, face à la résistance des classes dirigeantes et des bourgeoisies qui ont mené aussi leur contre-offensive. La troisième question, je pense, c'est comment articuler les questions des luttes nationales aux questions européennes, qui est aussi une question stratégique majeure. Donc les deux s'alimentent quelque part, en sachant que les questions européennes, comme les questions internationales d'ailleurs, sont pas la simple juxtaposition des différentes luttes nationales. Donc ça, c'est la troisième question importante à laquelle la gauche essaye de répondre, et essaye encore de répondre d'ailleurs aujourd'hui, mais qui découle aussi de ce vote. Très bien. Et justement, on a vu que le contenu le contenu du nom était divers, il demandait à être interprété. Avec le recul, Fabien Roussel, dans son livre Ma France en 2021, il estime qu'il s'agissait pas uniquement d'un vote antilibéral, mais aussi d'un vote réflexe pour défendre la nation, pour protéger son usine, et que cette dimension un peu du maintien d'une certaine souveraineté n'a pas été suffisamment prise en compte par la suite. Est-ce que c'est pas un des éléments qui a permis à la droite de prendre le dessus par la suite, Alexis? Oui, mais c'est une bonne question. Je pense que c'est une question qui traverse l'ensemble des mouvements de gauche en Europe, en fait, du rapport non seulement économique, mais démocratique et du rapport à la nation, en fait, en définitive. Et je pense que c'est compliqué d'avoir une analyse assez fine de cette dialectique. Parce que, en effet, euh, il y avait en France et en Europe, donc en France, aux Pays-Bas et en Irlande, où il y a eu trois votes. Il y avait en effet, et y compris peut-être dans le Brexit, depuis, il y avait une volonté d'une partie peut-être la plus politisée des syndicats, des militants de gauche, de refuser certaines des orientations économiques ordolibérales portées par les traités européens. Ça a été à l'époque, il y a eu deux exemples qui ont été martelés dans cette campagne, qui me reviennent. Il y a eu la question, c'était dit, de la concurrence libre et non faussée, même si on va un peu vite quand on dit que le traité l'inscrivait, parce qu'elle était déjà présente, en fait, précédemment dans un protocole additionnel. Mais bon, il y avait ça. Et puis il y avait la fameuse question du plombier polonais qui avait été martelé à l'époque, qui avait été mis un peu partout. Et forcément, cette question-là venait avec une question de la nation. Or, je pense que il est indéniable de dire que la gauche a perdu la suite du débat. Qu'on le souhaite pas, c'est indéniable. On y reviendra. Maintenant, la question de la nation là-dedans. Je pense qu'il faut faire très attention à cette question-là parce qu'en effet, ça a été à une époque et ça l'est toujours une grande avancée démocratique de ce cadre national de faire en sorte que dans chaque État européen, il y ait une nation à laquelle les peuples prennent part, votent, décident, indéniablement. En revanche, je pense que sur la question économique, il faut faire très attention à ce qu'on met derrière parce que
euh, il y a une tension. L'idée de dire il y a des services publics qui sont essentiellement nationaux historiquement, il faut les sanctuariser, les protéger et protéger les investissements publics. Pourquoi pas quand on est une force de gauche, je le comprends tout à fait. Maintenant, l'idée de dire il faut une et c'est les mêmes débats qu'on a aujourd'hui en réalité. Il faut une protection nationale des économies face à la mondialisation. Elle est à la fois porteuse de progrès parce qu'elle est très vraie sur plein de choses. Et d'un autre côté, il faut faire quand même attention à ce qu'on dit, à mon avis, parce qu'en réalité, euh, aujourd'hui, il y a des grandes questions internationales, nationales, européennes qui nous sont posées, auxquelles on ne peut pas échapper. Je pense au changement climatique, je pense y compris aux questions de réindustrialisation, y compris aux questions de développement économique. Elles se posent pas exclusivement à l'échelle nationale. Je pense que c'est important qu'on se le dise. Et deuxièmement, euh, le développement du système économique tel qu'il est aujourd'hui, il repose toujours, en définitive, essentiellement sur des financements publics et sur des financements publics nationaux. Je veux dire, il suffit de regarder depuis à peu près le milieu des années 2000. D'accord? 2006. 2006, on l'oublie souvent, c'est le moment où, en réalité, la mondialisation commence à reculer dans son intensité. La mondialisation progresse moins vite depuis 2006 qu'elle n'a progressé avant. Bon. Eh bien, depuis 2006, l'adossement des économies, tant capitalistes privées aux ressources d'État n'a jamais été aussi importante. Donc, euh, ce qui a été appelé à une époque le capitalisme monopolise l'État ou l'État béquille du capital, pour citer des ouvrages de Bocara et de Leport, est toujours vrai et peut-être encore plus vrai. Donc, j'en tire l'idée sur laquelle, en effet, il y a eu une volonté à l'époque des électorats de protéger l'échelon national. Ça a pu avoir une dimension, on va dire, progressiste, notamment sur le côté démocratique. En revanche, sur le point de vue économique, faisons attention parce que ça peut être significatif ou de l'idée de dire il faut protéger nos emplois contre l'extérieur, ou alors même parfois d'une certaine volonté de mythification d'un retour en arrière d'un capitalisme purement national, mais qui en réalité n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Et j'imagine que du coup, tu vas m'interroger sur le rapport à l'extrême droite, parce que je pense que c'est très lié. Et c'est une lecture que j'ai essayé de donner dans l'article de Recherche internationale. Il y a énormément de lectures de la progression de l'extrême droite. Non, pardon. Oui, oui, peut-être sur l'extrême droite, on va revenir après. Peut-être pour préparer non, non pas pour préparer le terrain à l'extrême droite, mais pour préparer le terrain à la discussion sur l'extrême droite. Peut-être un des éléments, Louise Gaxi de la Fondation Gabriel Péry, c'est que le vote, il a révélé un hiatus entre classe populaire et politique. La Fondation Gabriel Péry a travaillé ce sujet. Qu'est-ce que les travaux montrent et donc, il y a même une petite brochure préparée par la Fondation Ouais, c'est les actes d'un colloque qu'on avait fait donc, sur les classes populaires à l'écart de la politique. Bah, c'est sûr que ça a été aux Pays-Bas comme en France. Dans les deux cas, s'ils ont fait un référendum, c'est qu'ils pensaient que la question enfin que c'était sûr que le oui allait l'emporter. Il n'y avait pas de sujet là-dessus, sinon ils n'auraient pas fait de référendum. Sauf en Irlande où là ils sont obligés constitutionnellement, donc c'est différent. Et donc ce qui fait que il y avait quand même une unanimité enfin, une majorité, on va dire, dans les médias audiovisuels, dans la sphère politique. C'est comme ça aussi le Front National derrière a dit l'UMPS en partant puisque les deux partis de gouvernement défendaient un peu, enfin, défendaient Louis, on va dire ça comme ça. Donc les chroniqueurs, les journalistes des médias, les observateurs, les instituts de sondage, tout le monde était un peu voilà. Et donc il y a eu un étonnement, bon d'abord de à quel point le débat a été fort et comment on pouvait pas uniquement dire ah non mais les gens ils s'intéressent pas et ils essayent pas de voir un petit peu le fond parce qu'il y avait vraiment alors que c'était ardu hein, c'est quand même ouais, donc ça montre quand même un décalage assez fort entre les résultats et d'ailleurs le traité de Lisbonne le montre derrière
en fonction du décalage entre ce que pense le résultat si on laisse le vote à une population et quand c'est ses représentants. Et donc forcément, là, il y a le décalage dans la représentativité dont on parle assez souvent et qui est l'un des éléments de la défiance, puisque forcément, dans les classes populaires à l'écart du politique, malheureusement, le petit point d'interrogation, la réponse est plutôt oui. Bon, c'est quelque chose qui est connu, mais après, ils essayent d'expliquer justement les raisons de cette défiance. Donc, c'est vrai que le fait de cette non-représentativité n'aide pas à ce que, enfin, aide à mettre de la distance, donc justement entre les élites et les autres. Après, il y a quand on s'investit à ce point-là, qu'on s'empare d'une question et que en fait, ben, 2 ans et demi plus tard, on va à l'encontre de ce qui a été dit, ça aussi, c'est sûr que ça fait de la défiance, puisque et on le voit dans la démocratie participative, les endroits où des gens des citoyens, ou là, la convention qu'avait mise Macron sur les questions environnementales. Donc il y a une mobilisation hyper forte des gens qui essayent de travailler, qui croient au fait qu'on leur demande vraiment leur avis. Si c'est pour après dire, ah, mais alors votre avis, on s'en fout complètement, ça vient accentuer les éléments de défiance et d'abstention. Après, je pense aussi, j'avais oublié de le dire, mais c'est vrai que le plombier polonais, là, qui est devenu un marqueur, a, je pense aussi, accentué les clivages internes aux classes populaires, puisque un des autres éléments qui est mis en avant dans ce livre, qui se pose, enfin, nous, comment on peut y répondre, force de gauche, c'est que de plus en plus, donc c'est pas un vote les classes populaires comme ça en général, mais qu'à l'intérieur des classes populaires, il va y avoir des clivages entre public-privé, entre le haut des classes populaires, le bas des classes populaires, entre racisés, non racisés, etc. Et donc ça, je pense aussi que cette période-là et certains des arguments qui ont été mis en avant ne nous ont pas aidés puisque sont venus renforcer des clivages internes aux classes populaires. Il ne faut pas prendre trop la parole, je veux quand même le dire, les choses positives, parce que ce qui est mis en avant sur ce livre, c'est qu'on voit que quand l'enjeu de la campagne est clair, enfin, est saillant, quand on voit qu'il y a l'enjeu, qu'on va sur le fond, etc., il y a du réenchantement et il y a de la possibilité quand même de participer. Donc, bon, 20 ans plus tard, je ne dis pas que la situation s'est améliorée, mais ça signifie, cet exemple de 2005, enfin, cette expérience de 2005, montre que si aujourd'hui on revenait sur des vrais débats de fond, sur des choses où là, parce que quoi qu'on en dise, forcément, il y avait des points de vue un peu simplistes, mais quand même, on reviendra après sur les services publics, mais de dire non, tout ne doit pas être ouvert à la concurrence et on peut développer une autre type, c'était quelque chose d'un peu clair, même si après, concrètement, comment on le fait, je dis pas que c'est clair, mais on comprenait l'enjeu et il y avait quelque chose à trancher, des options. Et donc, je pense que pour terminer sur un point politique, positif, si on a arrivé à refaire des vrais débats de fond avec des vrais éléments sur lesquels on peut trancher, avec des objectifs qu'on poursuit, quelle société on veut, quelle Europe on veut, eh ben, on pourrait aussi relutter contre les mécanismes de défiance qui se traduisent donc par une montée de l'abstention et malheureusement un vote aussi, pour certains, à l'extrême droite. Ouais. Mais justement, on peut passer au vote d'extrême droite qui a grandi en France et ailleurs depuis 2020. Est-ce qu'on peut dire que la campagne de 2005, le référendum, le non, est quelque chose, et voir après justement la déception qui s'en est suivie en 2007 avec l'adoption du traité de Lisbonne par l'Assemblée nationale sous Nicolas Sarkozy avec l'appui d'une partie de la gauche. Est-ce que ça a nourri l'extrême droite, cette période aussi? Où ça les a nourris. Si on regarde en fait depuis la chute du mur jusqu'à nos jours, les grands moments euh, d'évolution des forces d'extrême droite en Europe. Bon, il y en a quatre. Premier, c'est juste à la sortie en fait juste après l'effondrement des régimes socialistes. Il y a notamment toute l'Europe de l'Est
première poussée des forces d'extrême droite, mais qui sont vraiment des forces très particulières, très marquées par un anticommunisme, voilà, un rapport au passé. Ça, c'est très particulier. Ensuite, le référendum, il est à la croisée des chemins de plusieurs facteurs. Autour des années 2005, 2007, 2008, d'accélération et vraiment de pousser l'extrême droite dans tout un tas de pays. On peut pas dire que le référendum en tant que tel, y compris que la campagne, était en soi un moteur de l'expression d'extrême droite. C'est quelque chose qui est souvent répété et qui est souvent répété en réalité pour culpabiliser une partie des électorats. Euh, En revanche, il serait faux de nier que, premièrement, mais ça Louis l'a déjà dit, la réponse qui a été apportée aux trois noms n'a pas été utilisée ensuite comme argumentation des extrêmes droites, mais néanmoins, euh, je pense qu'il faut replacer la progression très forte des extrêmes droites qui a lieu ensuite dans l'immédiat après référendum de 2005, dans un double contexte, en fait. Le premier, j'ai déjà abordé, la fin, en réalité, de cette progression forte de cette mondialisation qui a été de la réussite de ce modèle économique, entre guillemets, réussite, et du début de la crise de ce modèle qu'on voit avec force aujourd'hui, et surtout la crise de 2007. Et là, c'est connu, on va dire, pour la Grèce, par exemple, où on voit Obdoré et d'autres partis plus populistes, on va dire, augmenter, mais c'est vrai dans d'autres pays qu'on mentionne jamais. Je sais que toi, Gaël, tu es sensible, mais dans les pays nordiques, par exemple, et notamment en Suède ou au Danemark, par exemple, l'après-crise financière, c'est des moments d'accélération importants des extrêmes droites. Il y a un moment après, en 2015, à noter, malheureusement entre guillemets, mais qui est indéniable au niveau en tout cas des électorats. Après, on peut l'expliquer d'une manière ou d'une autre. C'est les vagues migratoires de 2015. Et ça, c'est vrai en Europe du Nord, c'est vrai en Italie, c'est vrai dans un nombre d'endroits. Et puis, il y a un dernier moment que je veux mentionner qui est vraiment 2019-2020 et qui est en fait la crise vraiment de la mondialisation avec la montée, les grandes vagues de désindustrialisation, la montée des tarifs protectionnistes, la montée des affrontements avec la Chine et les États-Unis. Euh, Là, vous avez tout un ensemble de pays où il avait demeuré une production industrielle forte ou qui se maintenait, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense également à l'Italie avec la montée de Mélanie qui apparaît maintenant. Dans l'après 2007, c'est plutôt la Ligue du Nord qui monte. Euh, et pourquoi est-ce que j'en parle? C'est que ça se manifeste au grand jour aujourd'hui, mais si on regarde, les premiers éléments, ils sont à rechercher dès 2005-2006, du retournement de la conjoncture mondiale. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est une lecture qui est peu souvent donnée, c'est de dire qu'il y a vraiment une sensation, un sentiment d'écrasement de l'Europe entre deux pôles que sont les États-Unis et la Chine. Et face à ça, on va chercher dans le vote nationaliste, dans le vote purement protectionniste des ressources, et c'est là où se structurent les extrêmes droites. Et donc forcément, dans le récit de ces extrêmes droites-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bah écoutez, vous êtes face à une Europe qui ne met pas en place de politique industrielle, vous êtes face à une Europe qui ne met pas en place de protection aux frontières, vous êtes face à une Europe qui est soutenue globalement par tout le monde. Regardez ce qui s'est passé en France, aux Pays-Bas, et forcément, dans ce récit juste ou injuste, mais dans ce récit, l'exemple français est souvent mis en avant par les extrêmes droites en France, mais également en Europe. Je donnerai un exemple, beaucoup l'ont oublié, mais les élections européennes qui suivent 2005, en 2009. En France, forcément, il y a énormément de références qui sont données au nom de gauche. D'ailleurs, le front de gauche qui se structure à ce moment-là, il se fait en partie en rappel de la campagne de 2005. Mais on n'est pas les seuls à le faire. Par exemple, si vous prenez la campagne de Philippe de Villiers à l'époque, il se fait avec des forces d'extrême droite polonaises qui disent, voilà, pour nous, c'était important de venir soutenir la campagne en France parce que vous avez été le lieu du référendum. Donc, c'est, je pense, plus
un argument qui est utilisé, un véhicule de la montée de l'extrême droite, que en soi un seul moteur 2005, ailleurs que la France. Hein. Mm. Et justement, Vincent, toi aussi, tu as écrit dans tes articles, tu as un peu analysé la montée de l'extrême droite. Pour toi, quels sont les facteurs qui font que l'extrême droite est la force qui progresse dans la séquence sur les 20 dernières années? Bah, Alexis a déjà donné énormément d'éléments sur lesquels je vais pas revenir, sur les impacts de la crise économique, de l'accentuation des fragmentations sociales, politiques et aussi des représentations sous le coup des politiques néolibérales. Et effectivement, la fragmentation de la mondialisation capitaliste joue un rôle important là-dedans. J'ajouterais par rapport à ce que tu as dit ici, peut-être un facteur qui me semble de plus en plus présent, surtout ces dernières années et peut-être pour les prochaines années, qui concerne pas forcément d'ailleurs que l'extrême droite européenne, mais aussi on peut élargir l'horizon, qui est le fait qu'une partie des bourgeoisies européennes ont maintenant fait le choix d'une sortie autoritaire à la crise. Alors ça peut se manifester de diverses manières. Soit le fait de de dresser, de conclure des compromis avec des forces d'extrême droite qui elles-mêmes sont demandeuses de conclure des compromis avec certaines forces du capital. Et pour le coup, le cas italien est un laboratoire de ça. Et qui date d'ailleurs des années 90. L'évolution actuelle en Italie, c'est le fruit d'une longue évolution pour laquelle l'Italie a un peu servi aussi de laboratoire pour l'ensemble de l'Europe du point de vue de la droite et de l'extrême droite. On a actuellement euh, un nouveau phénomène qui fait que ces forces-là peuvent émerger du sein même de la bourgeoisie. Par exemple, il y a des forces d'extrême droite en Europe qui ne sont pas des forces un peu extérieures à la bourgeoisie que la bourgeoisie essaye d'utiliser, mais qui émergent du sein des forces de droite traditionnelles. C'est le cas de Vox en Espagne, de Chega au Portugal, qui sont des émanations des forces conservatrices et qui montrent, je pense, la volonté d'une partie des bourgeoisies européennes, d'une partie du capital, en fait, d'en finir avec l'ensemble des compromis sociaux et démocratiques qu'ils ont été contraints de passer dans les années d'immédiate après-guerre ou dans les décennies qui ont suivi, et qui s'illustrent par un changement des pratiques du pouvoir, c'est-à-dire tout ce qu'on voit comme manipulation de l'information, comme de contestation de la séparation des pouvoirs, au bénéfice d'un capitalisme numérique ou spéculatif, qui sont aussi les forces qui avaient soutenu le Brexit d'ailleurs en Grande-Bretagne. Tout ça compte dans la manière dont un paysage politique à droite est en train de se redessiner en Europe et qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi 7 pays de l'Union européenne qui sont gouvernés par l'extrême droite ou dans les gouvernements desquels il y a des forces d'extrême droite. Et dans l'article des mutations en cours dans la pensée, tu te penches également sur sur la crise de la gauche. Comment tu l'expliques, la crise de la gauche? Je parle pas seulement en France, mais en vue européenne. Bon, c'est une vaste question. Je vais À donner la fin des années quelques 90, éléments. la gauche était plutôt forte en Europe, mais on est passé à une autre Ouais. phase. Euh, on a d'abord une partie de la gauche qui a accepté le capitalisme comme horizon indépassable. Bon. On peut parler de la social-démocratie. Par exemple, un phénomène qui est quand même important en Europe, et je rejoins ce qu'Alexis disait sur l'Europe du Nord à l'instant, qui est l'effondrement de la social-démocratie scandinave, qui est quand même un phénomène historique majeur des rapports de force politiques européens dans leur ensemble, et qui est aussi le résultat des propres politiques menées par ces forces-là,
durant les dernières années où elles étaient au pouvoir. Par exemple, la Suède est le pays de l'OCDE dans lequel les inégalités ont le plus augmenté. Donc ça, forcément, ça a des conséquences politiques. Alors après, il y a toujours possibilité de mener des politiques de rapport de force avec la social-démocratie. On le voit par exemple en Espagne où nos camarades sont au pouvoir et ont réussi à infléchir ou à obtenir quand même quelques résultats, notamment dans le domaine du travail, de l'égalité salariale femmes-hommes ou de l'augmentation des salaires minimums. Il faut aussi souligner l'évolution peut-être d'une autre famille européenne qui est la famille des Verts. Alors, je vais parler des Verts européens dans leur ensemble. Mais il faudrait sans doute distinguer davantage au niveau national. Mais les Verts européens ou une des forces motrices des Verts européens qui sont les Verts allemands, dont on a vu le bilan en termes de participation gouvernementale, sont aussi des forces qui ont mené une politique qui s'est beaucoup éloignée de la politique de paix qu'ils défendaient il y a encore quelques décennies. Ils ont même mené tout le contraire avec l'ancienne ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, qui j'allais dire, beaucoup accéléré et insisté sur la question du réarmement et de l'inscription de l'Allemagne dans une politique de plus en plus belliciste. Ensuite, il y a la gauche, disons, de transformation sociale, pour l'appeler comme ça. Là, je vais souligner peut-être aussi quelques éléments rapidement. Alors, évidemment, le tableau est compliqué, c'est difficile de résumer ça en quelques phrases. On a eu, et ça a comment dire, une des conséquences aussi des mobilisations anti-austérité, l'émergence, il y a une dizaine d'années, de forces qui se sont réclamées du populisme de gauche. Que ce soit des nouvelles forces comme Podemos, par exemple, en Espagne, ou des forces préexistantes dont la constitution était aussi la conséquence de la chute du mur, comme le bloc de gauche au Portugal ou certaines forces de la gauche scandinave. Aujourd'hui, ces forces-là, pour le dresser globalement, je pense à Podemos ou au bloc de gauche au Portugal, sont en crise. Parce que le populisme de gauche lui-même est en crise comme perspective politique. Donc je pense que la question qui est posée à la gauche dans son ensemble, c'est trois questions. Premièrement, de remettre au cœur de l'engagement la question sociale. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'a fait Die Linke récemment, où Die Linke était quand même une force qui a essuyé beaucoup de défaites électorales. Et alors, c'est pas le seul facteur, mais un des facteurs qui, j'allais dire, a permis un certain redressement électoral, en tout cas le score qu'ils ont obtenu aux dernières législatives allemandes et la dynamique politique qu'ils ont acquise à gauche, se fait par le recentrage sur la question sociale qui est assumé, sur la question de l'emploi, sur la question du logement, etc. La deuxième question, c'est comment est-ce que la gauche répond à la crise des nations? Évidemment pas dans un sens nationaliste ou ethniciste, etc., mais dans un sens d'intégration, j'allais dire, comme on dirait en France, dans un sens républicain. Une force, par exemple, comme le PTB belge, on néglige souvent dans les causes qui ont permis l'essor de cette force-là un facteur qui est que en Belgique et dans le paysage institutionnel éclaté où, pour le coup, l'extrême droite, notamment en Flandre, mène une politique pour l'indépendance de la Flandre et donc pour l'éclatement du pays, que une force comme le Parti du travail belge, par exemple, elle mène une politique pour le maintien de la Belgique, c'est-à-dire et donc s'adresse aussi de cette manière-là à une crise d'État. Le troisième point, je pense, c'est la question de la paix et d'une politique de paix, bon, et qui est d'autant plus présente maintenant, peut-être encore plus qu'elle l'était il y a 20 ans,
de par l'aggravation du paysage international et la montée des tensions internationales. Donc autour de ces trois piliers-là, qui sont des piliers, j'allais dire, d'orientation programmatique, on a des forces de gauche qui actuellement euh, trouvent une dynamique. Le Sinn Féin en Irlande dans le contexte aussi particulier irlandais, mais qui s'inscrit aussi dans cette dynamique-là, ou d'une manière pour l'instant plus modeste, mais on leur souhaite de poursuivre leur dynamique, le Parti communiste d'Autriche, par exemple. Donc voilà, donc il y a des perspectives possibles. Ouais. Euh, Après 2005, on a eu Alexis Koskuhn, une crise financière, donc c'était fin 2007, début 2008. Dans les années qui avaient précédé, on connaissait une gauche antilibérale qui dénonçait la financiarisation de l'économie. On se rappelle qu'il y avait c'était les années 90, début années 2000, c'était le mouvement altermondialiste. Il y avait l'association Attac qui était très forte dans le débat. Il y avait 2005, ça a été l'occasion de la critique de la financiarisation de l'économie et du libre-échange. Et pourtant, en 2007-2008, il y a même eu des mouvements sociaux avec une gauche qui a organisé enfin, une gauche syndicale et sociale là, qui a organisé des mouvements sociaux, y compris, il y en avait partout en Europe, des fois même dans les pays de l'Est. L'extrême droite, elle a pas vraiment participé à cette résistance populaire. Et pourquoi est-ce que, selon vous, c'est l'extrême droite et non pas la gauche qui remporte le morceau à la fin de la séquence? Bon, parce qu'il y a beaucoup d'explications. Le plus simple, ça serait qui se fait souvent, c'est de critiquer la gauche, de faire la critique de la critique. Je pense que par un bout, c'est justifié. C'est-à-dire que, et c'est facile pour nous de le dire 15 ans après, mais la, la- la critique altermondialiste, la critique autour de la taxe Tobin, c'était ça un attaque, hein, c'était donc taxer les flux de capitaux. Euh, Elle est alors en France c'est particulier, mais on va dire dans le monde anglo-saxon. Tu prenais les universitaires anglo-saxons, pour eux, tout ce qui s'est passé autour du sommet de Gênes, y compris les mouvements anti-G7, ils le voient comme ça aujourd'hui. Ça m'avait marqué moi quand j'étais euh, dans une université britannique. Pour eux, c'est l'âge d'or de la gauche post mur de Berlin. On n'a pas cette vision-là en France ou dans les pays de l'Europe plus méditerranéenne, Italie peut-être mis à part, parce qu'il y a des mouvements sociaux, des partis politiques, des syndicats beaucoup plus ancrés. Mais pour une partie du monde anglo-saxon, on est dans l'âge d'or de la contestation anti-libérale. Et je pense que un des principaux problèmes, et ça c'est ma vision vraiment propre, et je ne voudrais pas paraître comme donneur de leçons, mais c'est que cette gauche-là, elle a échoué parce que justement, elle était d'abord antilibérale avant de proposer réellement autre chose. Et que en fait, critiquer la mondialisation, très bien, mais qu'est-ce qu'on a amené derrière? Il me semble que ça a toujours été un petit peu le problème de ces gauches-là à ce moment-là. Mais bon. Après, c'est encore une fois assez facile de le dire comme ça, même si la critique de la critique est, je pense, toujours importante. Ensuite, je pense qu'il y a donc là l'idée qui est derrière de ce que je me permets de dire, c'est peut-être que la gauche d'alors n'est pas allée assez loin en réalité dans sa manière de proposer autre chose et de s'organiser. Et que de vouloir seulement aller contre en oubliant un petit peu, on va dire, vraiment une alternative claire est un premier problème. La deuxième, c'est que bien, on ne choisit pas toujours le lieu de la contestation et de la lutte et que c'est pas la première fois, je pense, dans l'histoire que des mouvements conservateurs arrivent à prendre appui sur des bouillonnements populaires. Ça s'est vu, enfin, je veux dire, la suite de la Révolution française, c'est d'abord une reprise en main dans toute l'Europe d'une contre-révolution assez conservatrice. Bien, on a peut-être un petit peu vécu ça. Je pense, moi, et je sais que je suis pas forcément toujours suivi à gauche là-dessus, mais je pense qu'en réalité, la manière dont on a traité le cadre national, en disant, en fait, parce que, in fine, la critique néolibérale, la critique antilibérale, ça a été ça, ça a été de dire, vous cassez toutes les frontières avec la mondialisation, la solution, c'est la frontière. De gauche, hein, mais c'est la frontière. Et je pense qu'en fait, en disant ça,
on a également, par un bout, facilité le retour de l'extrême droite qui a dit oui, oui, bien sûr, hein, et en lui facilitant le travail, je pense. Et il s'est passé, comment dire, 2005, ça advient un an après l'entrée de plusieurs pays de l'Est dans l'Union européenne. Ça a été dit 2 ou 3 fois déjà depuis le début de la table ronde, donc ça veut dire que ça a marqué les esprits. Vincent, qu'est-ce que cela a changé pour la construction européenne? Parce que l'Union européenne là, change d'échelle à ce moment-là. Ça a beaucoup d'implications politiques. Alors, ça a changé le rapport de force interne politique parce que les pays alors, qui ont à cette époque-là adhéré à l'Union européenne, où l'extrême droite n'était pas forcément majoritaire à l'époque, hein, c'était des pays gouvernés par des libéraux, issus de la restauration capitaliste du début des années 90. Ça a contribué à changer beaucoup les rapports de force internes à l'Union européenne. Mais je pense aussi que il faut réfléchir en termes d'accélération plus que de réelles nouveautés. Parce que l'approche libérale de l'Union européenne, c'est pas l'entrée des pays de l'Europe de l'Est qui ont créé cette affaire-là. On peut remonter au traité de Rome où le vert libéral était déjà dans le fruit. Mais ça a eu un certain nombre d'accélérations en soulignant et en mettant en exergue le fait que la construction libérale de l'Union européenne, libérale capitaliste, n'offre aucune régulation interne. Et donc, c'est à accentuer les dynamiques de domination interne à l'Union européenne, les dynamiques centrifuges aussi, qui se manifestent pas simplement pour les pays d'Europe de l'Est, hein, mais les pays de la Méditerranée, les pays du Sud sont aussi victimes de ces politiques, de ces dynamiques internes. Et ça a mis en exergue aussi la mise en concurrence brutale de modèles sociaux pour les tirer vers le moins 10 ans. Ça a eu aussi une seconde conséquence, qui est que les politiques défendues par les gouvernements sont des politiques en termes de défense et en termes militaires, sont globalement des gouvernements qui ne réfléchissent que à partir du parapluie américain. Et donc de l'OTAN, qui est fondamentalement le bras armé des États-Unis. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'un pilier européen de l'OTAN, c'est une fumisterie. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Donc, en accentuant cette position-là, ça a aussi accéléré un certain nombre d'évolutions, de relations de dépendance de l'Union européenne envers l'OTAN. D'ailleurs, ça a été concomitant avec les premières déclarations communes Union européenne-OTAN qui datent de 2002, 2003, 2004 et qui des premières opérations conjointes entre l'Union européenne et l'OTAN. À l'époque, c'était dans des républiques d'ex-Yougoslavie en 2003. Et on en voit les conséquences aussi, l'évolution aujourd'hui, avec le sommet de l'OTAN à Varsovie, qui était important en 2016, là où des bataillons, ça s'appelait les bataillons multinationaux, ont été créés, c'est-à-dire que des forces de pays de l'OTAN sont prépositionnées, j'allais dire, dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, de pays baltes, etc. Et ça a eu aussi une autre conséquence, c'est qu'il y a dire qu'il y a eu un élargissement dans l'élargissement. C'est-à-dire que un certain nombre de gouvernements, notamment le gouvernement polonais à l'époque, ont défendu le partenariat oriental de l'Union européenne j'allais dire, en créant un deuxième cercle de l'exploitation et d'exploitation des travailleurs. Et ça a été le cas d'accords conclus avec l'Ukraine à l'époque et d'autres, la Moldavie et d'autres pays qui sont des accords typiquement capitalistes. Et aujourd'hui, on en voit un peu aussi l'évolution de ça, la dernière étape qui est que, et c'est très frappant dans par exemple, l'évolution du discours de Macron par rapport à ces pays-là, c'est-à-dire que on a maintenant le fait que ces évolutions politiques-là sont présentées comme des modèles
C'était très fort dans le discours d'Emmanuel Macron l'année dernière à Bratislava, à la conférence de sécurité de Bratislava, surtout en matière de défense, avec ce que ça peut évidemment inclure comme renforcement de logique de bloc. Donc oui, ça a beaucoup, ça pèse dans les rapports de force internes, mais encore une fois, ce sont des phénomènes qui sont plus des phénomènes d'accélération, d'aggravation, j'allais dire, de dynamique portée par la nature même de la construction européenne. Il y a un truc parce que c'est sur l'enjeu aussi de ces 10 nouveaux États. Enfin, pour moi, il y a sur la question du travail. Parce que, en fait, là aussi, je vous invite, puisque nous avons une perspective historique, et donc on montre comment, donc, justement, le Parti communiste et des syndicats comme la CGT ont contribué à construire un rapport de force en construisant une conscience de classe et à donc développer l'état social, des mécanismes de protection à l'intérieur du travail, et que on voit bien qu'il y a une tentative de déconstruction de tous les collectifs de travail, donc qui existent. On n'a pas besoin là aussi de l'Union européenne pour le faire, mais c'est vrai que ça l'a accéléré et que donc des industries, par exemple de l'automobile, où finalement tout était dans la même entreprise, pouf, on fait sur les mêmes sites, enfin même si, mais dans des entreprises différentes, avec une multiplication des statuts. Je vous invite à voir la dernière séance du séminaire de la Fondation Gabriel Péry sur les transformations de la structure sociale, où on a une chercheuse qui nous montre le travail qu'elle a fait sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, où dedans, il y a donc des gens qui sont en CDI dans la boîte mère, mais il y a plein d'intérimaires et il y a des travailleurs détachés avec des appartements là en permanence pour des travailleurs détachés. Donc, je pense que cette ouverture à la concurrence, et c'était ça qui était compliqué, mais en ouvrant comme ça avec une telle, et la gauche essayait de le dire en disant, mais nous, on est favorable, mais avec une harmonisation sociale, fiscale, etc. Parce que là, si jamais on met la concurrence avec des telles différences de conditions de travail, de conditions de salaire, de conditions de protection, ça ne peut que se dégrader dans nos pays et force est de constater que ça s'est un petit peu passé. Donc c'est ça aussi qui est pas simple. Mais je pense que cette logique-là, ça a accentué cette déstructuration du marché du travail, cette tentative justement de faire qu'il n'y a plus de collectif pour pouvoir essayer de lutter, de construire des rapports de force. Et que, par exemple, une des propositions à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, on disait, bon, on va faire des coopérations renforcées, mais ça aussi, c'était pas suffisamment développé. On essaye de développer à quelques pays où on peut se mettre d'accord sur une harmonisation et on verra au fur et à mesure. Mais le traité constitutionnel l'empêchait parce qu'il fallait, je sais plus, 9 États et il fallait que ce soit qu'il n'y ait aucune de cette coopération renforcée qui soit contraire au traité. Donc ça nous bloquait. Je pense que là aussi, on avait des éléments en fait de réponse à l'époque, pas forcément très simples, mais qui a accentué donc les clivages internes aux classes populaires qui sont pour moi en tout cas importants sur lesquels on doit agir. Mais je pense que, enfin, si je me permets, mais je pense que c'est ça qui est intéressant et c'est peut-être à Vincent de répondre parce que c'est peut-être le plus politique d'entre nous, mais moi j'ai l'impression qu'on touche vraiment euh, à l'enjeu clé, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est ce que j'ai essayé de dire depuis le début, mais à l'enjeu clé de la situation dans laquelle on est. On était à l'époque, on était peut-être au début et on est aujourd'hui, c'est-à-dire que on sent bien, on a d'un côté des organisations sociales, ouvrières, historiquement nationales, des systèmes sociaux et des gains sociaux également historiquement nationaux. Euh, alors, on pourrait dire que pour les forces communistes, historiquement, c'était plutôt des forces internationales, mais depuis 43, à la limite 43-44, c'est plus ou moins terminé en réalité. Euh, et on a en face de nous des enjeux qui sont mondiaux, et également aujourd'hui pour la production, parce que c'est extrêmement compliqué à dire, mais en effet, les règles du marché commun, elles facilitent à une entreprise de délocaliser des productions, typiquement de France en Pologne industrielle. Et il y a des débuts de CSE européens, mais en réalité, c'est pas au niveau de ce que ça devrait être. D'un autre côté, si on est objectif, en tout cas objectif, si on est sérieux dans la manière dont on pense le monde, dont on pense la mondialisation, dont on pense l'économie aujourd'hui, objectivement, par exemple, si on essaye de parler
à égalité vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis des États-Unis, on ne peut pas se passer de l'échelon européen aujourd'hui. C'est comme ça. On ne peut pas se passer de penser la production, de penser l'économie au niveau européen. Même un pouvoir de gauche, même un pouvoir de gauche aujourd'hui qui arriverait en France ne pourrait pas faire l'économie de ça. Et pourtant, il me semble qu'on est un petit peu en retrait. Et je pense qu'il y a deux choses un peu malheureuses. C'est que, un, l'extrême droite l'a compris, et l'extrême droite est en avance vis-à-vis de la gauche de transformation sur ces enjeux-là. Aujourd'hui, quand Chega progresse, il y a Marine Le Pen qui va là-bas. Il y a eu, je crois que c'était à Florence ou à Rome, un meeting il y a quelques mois avec toute l'extrême droite européenne, et ils sont extrêmement unis, et ils font des propositions unies. Et nous, force est de constater qu'on a du mal à le faire. Alors, on a lancé, et peut-être que Vincent reviendra dessus, mais je sais qu'il y a eu une tentative, il y a eu la tentative du Parti de la gauche européenne, il y a eu une tentative récente à Paris, mais on voit que par exemple, Vincent, tu as réuni autour de toi tous les partis communistes d'Europe, plus ou moins. Bah, il n'y a pas d'Allemands. C'est quand même la deuxième puissance. C'est pas pour leur jeter la pierre aux Allemands, mais c'est la première puissance économique européenne. Donc, bon, je pense que là-dessus, on a un problème. Et je pense que on a souvent comme réflexe en France de parler du service public national, de la nation, et c'est compréhensible pour plein de choses, plein de raisons historiques. Et je pense qu'il ne faut pas l'abandonner. Je suis pas un cosmopolite fou qui veut casser tout État-nation, mais je pense que tant qu'on ne s'adressera pas fondamentalement à ce problème, on n'y arrivera pas. Et c'est un peu, et je m'en arrêterai là, mais à une certaine époque, il y avait le débat entre Proudhon et Marx. Est-ce qu'il fallait revenir à défendre le petit modèle industriel localisé face à la grande production industrielle qui arrivait? Ben, Marx l'avait bien dit. Aujourd'hui, il y a une mondialisation. Il n'y aura pas de retour en arrière au cadre purement national. C'est pas possible. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on l'investit et comment est-ce on reprend ce cadre-là en main, parce que sinon, il me semble que on aura toujours un problème, un, de crédibilité économique, politique, sociale, et on achoppera sur le mur du réel. Ah, peut-être, Vincent, comment on articule un peu le national et l'européen pour la gauche de transformation sociale? Bon, je pense que ce serait une erreur d'opposer les deux niveaux, parce que sinon on se retrouve vite dans une impasse à la fois politique et conceptuelle. Il y a une souveraineté démocratique et qui s'exerce encore aujourd'hui en premier lieu dans le cadre national. Et mais y compris la lutte de classe, par ailleurs. Quand on décrète une manifestation européenne d'en haut, ça marche pas. Voilà. Ou alors il y a 500 personnes devant le Parlement européen à Bruxelles. Enfin, ça sert à rien. Par contre, la manière dont la gauche européenne doit réinvestir la question, c'est au niveau de la question des convergences politiques et sociales, en respectant la souveraineté des peuples. Par exemple, on a une question industrielle qui est posée aujourd'hui en Europe, majeure. Et Trump, finalement, d'une certaine manière, permet aussi de la poser. L'Union européenne aujourd'hui est un des seuls regroupements internationaux qui ne répond absolument rien du tout aux attaques de Trump. Et d'ailleurs, en soi, elle est aussi un peu aidée par l'extrême droite parce que la première dirigeante politique européenne qui est allée faire allégeance à Trump, c'est Mélanie. C'est bien la preuve aussi que l'extrême droite ne défend pas la souveraineté des peuples, mais leur asservissement par ailleurs. Mais on a un enjeu industriel qui doit être posé au niveau européen en termes de coopération industrielle. Je vais juste donner un exemple de coopération possible. On parle beaucoup d'autonomie stratégique européenne. Alors Macron en parle beaucoup tout en vit dans le sens parce qu'une autonomie stratégique européenne sans remettre en cause les règles fondamentales de l'Union européenne d'ailleurs et la soumission à l'OTAN, ça ne fonctionne pas. C'est une impasse. Par contre, par exemple, quand on parle d'agir en autonomie des États-Unis, de sortir de l'OTAN, de dissoudre de l'OTAN, etc. Ça pose la question des coopérations européennes, évidemment, notamment en matière d'industrie de défense. Par exemple, pour sortir de l'OTAN, ça veut dire que l'armée française, en l'occurrence, et les autres armées européennes n'utilisent plus le GPS du Pentagone.
Donc, ça veut dire quelle est l'alternative de ça? Donc, on va pas faire un petit GPS. Justement, je vais y venir. On va pas faire un petit GPS national. Ça, c'est bon. Mais il y a une alternative possible qui est Galileo. Sauf que Galileo, il est fini à 20% à peu près de la. Voilà, il est réalisé à peu près à 20%, peut-être un peu plus. Donc, on a un enjeu que la gauche pourrait poser aussi de coopération en matière de travail, en matière industrielle. Et ben justement, depuis le début des années 2000, compris en 2005, un des enjeux défendus par les partisans du oui, les partisans de la construction européenne, c'est que on construit l'un des plus grands marchés du monde développé, parce que ça nous permettrait de développer nos entreprises et autres. Et pourtant, on enregistre un recul industriel. Alexis, comment tu l'expliques, ça? Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que un chiffre peut-être peut être intéressant, c'est que en 2012, quand François Hollande arrive au pouvoir, il fixe un cap, un objectif. 20% du PIB français devrait être d'origine manufacturière, industrielle. On est aujourd'hui à 12. Et l'enjeu qu'on fixe aujourd'hui, c'est que ça ne passe pas sous les 12. Donc, vous voyez qu'il y a un échec. Et je pense que 2005, c'est la bonne date, Gaël. Pourquoi? Euh, Parce que c'est le début d'un petit retournement au niveau européen. On dit souvent que l'Union européenne n'a pas de politique industrielle. Moi, je m'inscris en faux là-dessus. Vous allez voir pourquoi. L'Union européenne, en réalité, depuis 57, on va dire de 57 à 2005, a un projet industriel très clair. C'est ce que tu as dit, c'est de dire on construit un marché. Et du marché viendra l'efficience. Euh, et l'arme de cette efficience et de la construction de ce marché est la politique de concurrence qui a été abordée, qui va permettre de casser les frontières nationales pour qu'il y ait des plus gros marchés et que ça permette de construire des plus grosses entreprises et que seules les entreprises les meilleures sortent du marché. Il ne s'agit pas du tout de faire du laisser-faire, hein. Il s'agit de mettre tous les moyens possibles de l'État, des États européens, pour permettre cette construction d'un marché. C'est pas une mince affaire, la construction d'un marché, hein. Les Prussiens avaient voulu faire ça. Ça a permis l'émergence de l'Allemagne au 19e siècle. Là, c'est à peu près la même idée, mais à l'échelle européenne. Bon, c'est quelque chose qui a été très fort. Ça a quand même conduit à des choses. Ça a empêché, par exemple, le rachat par les Européens d'une grande partie de Boeing, qui nous aurait donné une énorme avance sur les États-Unis. Donc il y a vraiment des décisions fortes, hein. Ça a empêché, par exemple, le rapprochement entre Siemens et Alstom à une époque. Vous voyez, donc c'est des vraies décisions qui ont été prises pour faire en sorte de dire on va vraiment libéraliser le marché dans une optique très claire avec des objectifs fixés, hein, de politique industrielle. Et pour ça, au début des années 2000, on prend une stratégie qui est assez connue, qui est la stratégie de Lisbonne. Et c'est intéressant parce que si on la relit aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu'il racontait à l'époque? Même du point de vue macroniste, même du point de vue classique, il y a vraiment une opposition fondamentale entre ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on voit à l'époque. Parce qu'à l'époque, on nous dit, voilà, on veut faire de l'Europe la première économie sociale de marché du monde, et pour ça, il faut encourager les investissements privés et sortir des investissements publics. C'est vraiment le cap qui est donné. Alors, c'est très drôle parce qu'en 5 ans seulement, en 2005, on prend une autre communication qui est l'actualisation de la stratégie de Lisbonne et qui, parce que, alors c'était plus large que l'industrie, il y avait des questions d'enseignement supérieur, mais pour la partie industrielle, dès 2005, on dit en fait, ça ne fonctionne pas. Et on commence à mettre quelques timides objectifs de dépenses publiques. Et ces dépenses publiques-là, elles vont croître jusqu'à aujourd'hui. Alors, il va y avoir une explosion au moment de la crise financière de 2007 et au moment de la crise du Covid, parce qu'il s'agit de sauver ce qui demeure d'appareils productifs européens, mais en réalité, dès ce moment-là, on comprend qu'il va falloir mettre de l'argent public. Euh, Deux problèmes, c'est que c'est de l'argent public qui est mis d'une manière indifférenciée et non stratégique. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on met de l'argent d'une manière spécifique, différenciée dans une entreprise plutôt qu'une autre, ce qui est globalement le rôle premier d'une politique industrielle, on tombe sous les fourches codines de l'article 107 du traité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Il faut qu'on arrive après à le justifier. C'est le principe de l'interdiction de principe des aides d'État. Premier problème. Deuxième problème, c'est que on est en réalité extrêmement loin des soutiens publics qui existent en Chine, mais aussi aux États-Unis. D'accord?
Mais en revanche, j'y reviens, à partir de 2005, on change un petit peu de braquet. Ça demeure totalement loin, totalement insuffisant. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, dans toutes les stratégies, toutes les filières d'avenir, ce qu'on appelle les filières d'avenir, on est distancé et ça va être extrêmement dur, voire impossible, voilà, de remonter le terrain aujourd'hui. Mm. Et un des débats qui se posait en 2005, c'était celui de l'indépendance de la Banque centrale européenne, la difficulté des États à investir parce qu'ils devaient se financer sur les marchés, l'incapacité aussi à avoir un déficit supérieur à 3% du PIB. Mais depuis, on a vu qu'il y a eu le plan de relance à partir de 2007, où pour sauver l'euro, on a dit quoi qu'il en coûte. On a eu récemment, après le Covid, le plan de relance Next Generation EU, la facilité pour la reprise et la résilience. Ça permettait de financer la transition verte. Plus récemment, là, on a Rearm Europe pour faire face à, au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a tu dis que déjà en 2005, il y a un changement. Là, est-ce qu'il y a un changement de ligne depuis 2005 est-ce que quelque part les partisans du non avaient raison en retard sur le fait que l'UE doivent permettre aux États d'investir? Oui et non. Alors oui, dans le sens où, en réalité, ce qui a été démontré, c'est la caducité de toutes les règles européennes budgétaires. Plus aucune n'est respectée. De toute façon, là, les deux plus grandes économies de l'Union, la France et l'Allemagne, n'ont jamais respecté ces règles. Et n'ont jamais été sanctionnées. Ni la France ni l'Allemagne. Donc, mais là, la caducité est patente. D'ailleurs, on n'est jamais revenu en arrière, contrairement à ce qui avait été dit. Aujourd'hui, le pacte budgétaire n'existe plus. De toute façon, bon, sans rentrer dans la technique, en réalité, juridiquement, à partir de 2012, en théorie, à partir de 2012, le traité budgétaire européen, et notamment le mécanisme européen de stabilité, en fait, n'était plus applicable. On l'a laissé faire, mais n'était plus applicable, arrivé à échéance. Ça, c'est vraiment de la technique juridique, mais au-delà de ça, oui, caducité. Euh, euh, on a bien montré que c'était irréaliste. Même des États comme l'Allemagne ou l'Europe l'Allemagne ou le Royaume-Uni, quand ils étaient encore membres, avaient pris des freins à la dette constitutionnels excessivement importants, ne respectent pas non plus leurs propres engagements. Donc c'est vrai du niveau européen et c'est vrai du niveau national. Euh, et juste la partie, on avait peut-être raison avant les autres, mais ne nous réjouissons pas trop vite peut-être des investissements publics tels qu'ils sont faits par l'Union européenne. Deux raisons peut-être là-dessus. La première, quand on regarde par exemple les fonds débloqués pour la crise Covid, il y a une inégalité très forte entre les grands États, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, dans une moindre mesure l'Italie qui captent deux tiers des fonds européens et les États plus périphériques qui en bénéficient beaucoup moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est voir où vont ces fonds. Pour l'instant, ils ont servi surtout à éponger les dettes et éponger en réalité les déficits d'investissement des grands groupes privés et n'ont pas permis de relance stratégique vraiment de grands groupes industriels. On en est encore loin. Et de la même manière, pour terminer sur l'autonomie stratégique de l'Union, le plan ReArm EU, si on regarde les dernières commandes allemandes, belges, néerlandaises, on n'avait pas forcément de doute, mais c'est des commandes qui vont d'abord et avant tout approvisionner pardon, l'appareil industriel militaire américain et l'appareil industriel militaire européen, c'est-à-dire globalement français et un peu italien avec Leonardo, ne bénéficie que d'une manière restreinte de ces fonds-là. D'ailleurs, à ces États, c'est une dernière chose, c'est quand même assez drôle quand on voit les États de la périphérie, parce qu'on a dit, si on se souvient, la Commission a dit le Royaume-Uni et la Turquie, qui sont les deux gros industriels militaires aux frontières de l'Union européenne, sont exclus du plan ReArm EU. Vous voyez bien, en fait, la politique industrielle. En fait, ils ont trouvé la parade, c'est qu'ils font des accords avec des entreprises européennes pour en bénéficier. Leonardo et Bayraktar, donc les fameux drones turcs, ont fait une alliance. Et donc, du coup, les Turcs vont pouvoir bénéficier de l'argent européen. Et peut-être Je peux faire juste Vincent. brièvement sur les règles européennes. Je suis d'accord qu'elles sont rarement respectées.
Mais en fait, c'est pas tellement leur objectif. Ah oui, Leur objectif, c'est de faire une pression politique sur les États et sur les budgets, et de servir d'argument justement pour mener des politiques d'austérité européennes. D'ailleurs, le gouvernement français actuel, c'est bien ce qu'il fait. oui, mais ça, on les respecter en Donc, réalité. ah non, mais l'objectif, c'est pas forcément d'arriver au fameux 3%, mais c'est de se servir de ce type d'argument-là pour dire, vous voyez, il est nécessaire de mener des politiques d'austérité. Donc, ce ne sont pas des objectifs économiques ou financiers, ce sont des objectifs politiques et qu'il faut prendre en tant que tels. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie on va peut-être finir là-dessus, les coupes des fois dans les services publics. C'est un des thèmes les plus importants pour les Français, comme quand on les interroge, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais on en parlait déjà beaucoup. C'était au cœur de la campagne en 2005. Et à l'époque, et encore ces dernières années, on présente les services publics français comme une exception. Et à ce là il devrait s'adapter. Est-ce que tu as travaillé là-dessus, Louise? Est-ce que c'est vrai, ça, qu'il y a vraiment une exception française en matière de services publics? Là, j'avoue que c'est plus au titre de ma thèse que je parle, mais pour moi, j'ai essayé de démontrer vraiment autre chose que ça, parce que j'ai commencé mon mémoire de DEA, donc pour les jeunes, le master recherche, sur la notion de service public à la française. Et j'étais très chauvine en plus, donc ça me paraissait évident que nous, il y avait une spécificité et tout. Et puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois l'argument, enfin moi je l'ai regardé en droit, hein, mais donc l'argument était mobilisé quand même pour une injonction à nous transformer nos services publics sous c'est partout en Europe, ils font comme ça. Donc nous, on doit se transformer. C'était une injonction. Et c'est vrai que je fais un stage ça s'appelait le plan, enfin au commissariat général au plan à l'époque. Et puis je me rends compte qu'on fait une comparaison, que le mot service public est compris par tous en Europe, que tout le monde en parle. Et donc pourquoi il y a à ce point-là, il y aura une spécificité française. Et donc c'est vrai que j'ai fait une thèse là-dessus où moi, ma thèse est de dire que donc il n'y a pas de spécificité française, il y a des évolutions qui sont plus en fonction des époques que des lieux. Et j'ai fait une typologie en trois temps. Une Europe libérale, une Europe sociale et une Europe néolibérale. Et en fait, et je vais pas prendre tous les services publics, mais celui par exemple du chemin de fer est assez intéressant, puisque à part la Belgique, où il y a un vrai développement par l'État, mais partout, c'est le développement à la sauvage du chemin de fer en Europe, où c'est vraiment les grosses crises financières du 19e siècle. C'est lié justement à cette spéculation sur le ferroviaire. Il y a vraiment la râle et manière, hein, les gens viennent, achètent, etc. Sauf qu'ils ont oublié qu'il suffit pas de mettre en place un réseau, il faut après l'entretenir et que ça, ils avaient sous-estimé les coûts de l'entretien après du réseau. Et que donc, il y a des interventions de l'État partout et que cette concurrence on peut même faire plusieurs lignes parallèles, ça fonctionne pas. Et il y a des vrais débats, mais on pourrait prendre pour l'électricité, enfin, on pourrait le prendre dans beaucoup de services publics en réseau. Et que donc, au fur et à mesure, la concurrence ne permet pas d'atteindre l'objectif d'efficacité, d'accès du plus grand nombre aux services, d'aménagement du territoire, enfin d'objectifs qui se mettent en place. Et donc, au fur et à mesure, se développent partout en Europe des grands monopoles. Les gros services en réseau sont gérés par des grands monopoles et du développement. Bon, après, il va y avoir des différences institutionnelles, mais comme en France, on subsume sous le même terme service public des services publics qui ont été au cours de leur histoire gérés par des sociétés anonymes, gérés par des établissements publics au niveau local, au niveau national. Enfin, on a un terme comme ça. Et pour moi, justement, la spécificité néolibérale, c'est, ce que tu disais, c'est compliqué de construire un marché. Et en fait, c'est sûr qu'ils ne croient plus, c'est plus les libéraux du 19e siècle, de la main invisible, etc. Ils ont conscience que ça fonctionne pas et que donc il doit être construit juridiquement et que l'État doit construire les mécanismes de concurrence. Et c'est comme ça que se transforment tous les services publics partout en Europe, de deux manières, soit avec la concurrence dans le marché, soit la concurrence pour le marché. La concurrence pour le marché, en fait, c'est notre modèle à nous, c'est le modèle de la concession. Sauf que nous, au départ, ils étaient pour 99 ans et qu'au fur et à mesure, ils vont baisser le temps pour essayer de faire que de plus souvent, il y ait cette mise en concurrence qui est... Donc, voilà, donc la concurrence pour le marché, c'est-à-dire qu'on est en concurrence en amont pour pouvoir, par exemple,
faire circuler le train de telle heure, de tel lieu, pour pouvoir accéder à telle infrastructure pour l'électricité, etc. Mais aussi pour pouvoir faire circuler un bus, enfin, on les a dans tous les domaines. La concurrence dans le marché, ils ont du mal à le mettre en place, c'est l'école. Donc il y a toujours eu concurrence publique-privée, mais alors là, ils y vont à fond dans une logique il faudrait qu'on se comporte en tant que coût-avantage, d'aller regarder, enfin vraiment là, c'est le modèle du parent qui doit être coût-avantage de ses calculs, etc., et de mettre ça en place. Et donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui en fait a concerné, que la gauche s'est un peu trompée. En disant qu'il y avait une spécificité française, même si jamais j'en ai faim, sur les statuts sur les conditions de travail, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas de spécificité, mais je pense que c'est pas là-dessus qu'on aurait dû se mettre en place, parce que même quand je discute un petit peu, quand on a l'occasion de rencontrer des gens des autres fondations, à chaque fois, le service public, c'est quelque chose de fondamental. Quand le Parti de la gauche européenne travaille là, sur la question du service public, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. Et que justement, la France aussi, elle s'est construite. Le territoire français tel qu'on le connaît, ça n'a pas des millénaires, quoi. Et le chemin de fer a joué un rôle considérable au 19e siècle pour justement créer un sentiment de peuple sur un territoire où il y avait des langues différentes, des cultures différentes, enfin beaucoup de différences. Et la nation, elle se fait pas comme ça aussi. Et que je pense que déjà à l'époque, c'était quand même dit que je pense que en vrai, comme oui, j'ai oublié de dire, et maintenant, là, je vous invite à lire le Silomag sur les services publics. 30 ans après enfin, on peut faire un bilan des transformations néolibérales des services publics en France et en Europe. Et là, le résultat, c'est que le rôle des services publics pour tendre à diminuer les inégalités a reculé. Enfin, on voit bien le problème des gens qui n'ont plus accès. Une maternité, il faut faire 150 ou 100 kilomètres, les écoles qui sont plus là, enfin, etc. Donc, on voit bien sur les questions dans certains territoires périphériques ou de campagne, mais même nous, dans nos centres, dans nos métropoles, enfin, dans nos grandes villes, quoi, métropoles avec les banlieues, etc. Donc on voit bien l'enjeu d'Axe, que les services publics, c'est ce qu'on estime comme étant devoir accessible à tous parce que ça répond à un besoin qu'on estime complètement fondamental et donc il ne peut pas être réservé à une minorité. Je pense que sur ce principe-là, on l'a pas encore perdu parce qu'on pourrait être dans une société où on se dit, ben, on s'en fout. C'est pas normal que tout le monde soit éduqué. Non, bah, toi, t'as pas d'argent pour aller te soigner, ben, tu crèves. Ben, ça existe, hein. Ça existe dans le monde dans lequel on est et puis ça existe dans l'histoire. Je pense qu'on n'en est pas là, qu'on est encore majoritaire dans le principe sur le fait que tout le monde doit y avoir accès et que les transformations néolibérales avec ouverture à la concurrence nous l'empêchent et qu'on pourrait construire d'autres types de services publics qui ne seraient pas un retour en arrière d'étatisation, mais qui seraient plutôt de la socialisation avec un vrai développement de la démocratie par les travailleurs, par les usagers, par les différents territoires, etc. Et que par les services publics, on pourrait justement faire un laboratoire d'une réelle réponse aux besoins donc sociaux et environnementaux, hein, parce que par les services publics, enfin, le transport ferroviaire, l'énergie, etc., ça nous aide à répondre aux enjeux, aux défis climatiques, ça nous aidera aussi à répondre aux défis d'industrialisation, enfin à beaucoup de défis, mais ça nous permettra aussi de construire quelque chose de positif ensemble à l'échelle européenne dans des logiques de coopération. J'étais un peu longue, mais ça me tient à cœur. Merci. Tu voulais faire une présentation des revues Alors oui, donc la pensée, vous pouvez vous abonner et ça coûte moins cher et vous le recevez, vous n'avez plus du tout besoin de vous embêter à le commander, etc. Enfin, si vous faites un prélèvement automatique, tout c'est sur le site. Vous pouvez avoir accès aussi sur Kern, à la revue, à différents articles. Recherche internationale, c'est sur C'est sûr qu'il y a un Kern et sur le site de recherche internationale. Oui, Ouais, vous pouvez le commander et vous pouvez vous abonner également, ouais. aussi. Les livres de la Fondation sont disponibles aussi sur notre site et on est en train de mettre l'ensemble de nos livres sur Kern aussi, donc vous pourrez y avoir accès de cette manière-là. Et puis après, ben, dans les différents événements que vous organisez, où vous pouvez. Et sinon, je rappelle, demain, il y a l'Humanité qui fera 3 pages sur un peu pour commémorer le 29 mai 2005. Et sinon, pour poursuivre toutes ces discussions, on parlait du PGE tout à l'heure, mais l'université d'été du Parti de la gauche européenne
et de Transform, aura lieu cette année à Paris du 11 au 13 juillet, donc au siège du Parti communiste français. Et donc, les inscriptions sont ouvertes et ce sera aussi l'occasion de poursuivre tous ces débats. Et vous pourrez retrouver les revues Et à vos tables, là, l'occasion d'y avoir accès. Ben, merci beaucoup. Et il y aura d'autres tables rondes organisées par la Fondation Gabriel Péry. Bonne soirée. Merci.